Bonjour. Merci, merci d'être tous réunis ici. J'ai fait un long voyage. Je m'appelle William Ouellette, j'ai 27 ans. Comme vous pouvez voir, ma photo, c'est catastrophique. Ça a été plus difficile à faire que ma conférence en elle-même. La prochaine fois, je vais faire appel à un professionnel. Alors, euh, juste une petite précision, c'est les 300 articles du site web, c'est Anthony et Yves qui les fait. Moi, je fais du contenu sur d'autres plateformes. Je me spécialise dans le dans le débat création-évolution depuis maintenant 6 ans. Je fais des débats surtout sur Quora, sur YouTube. Alors moi, je suis je suis un petit peu en première ligne. Je passe mon temps à visionner du contenu évolutionniste à temps plein. Je les entends se moquer, sortir des arguments. Fait que moi, mon travail, c'est d'analyser chaque argument qui est présenté et ensuite faire un débunkage, si je puis dire, soit en commentaire ou soit en offrant à l'évolutif en question, soit une conversation privée, mais le trois quarts du temps, j'ai jamais de réponse. Fait que- Alors, avant de commencer la conférence, ah oui, euh, ok, c'est bon. C'est bon. Non, non, les questions. Euh, alors, ok, c'est bon, ok. Alors, oui, effectivement, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je connais beaucoup de chrétiens qui avaient une foi forte et qui ont reçu, sont passés au cégep ou l'université, ils ont reçu des notions évolutionnistes et ça a un petit peu tué leur foi. Même moi, au début, tout à l'heure, M. Lorenz vous disait que j'avais sauté quasiment des bras quand je l'avais vu pour la première fois. Mais il faut savoir que avant, j'étais un catholique et j'avais reçu la théorie de l'évolution comme étant un enseignement biblique. Et au début, ça ne me dérangeait pas, mais c'est quand j'ai commencé à réfléchir sur la souffrance, la mort, la notion, et je me suis dit, attends, ça ne fonctionne pas, là. Il y a des notions qui ne vont pas ensemble. La souffrance, ça va être Adam et Ève. Et ensuite, je tombe sur une vidéo de M. Lorenz. C'est étrange parce que l'algorithme de YouTube montre que les vidéos qui sont vues, qui ont beaucoup de vues. Et M. Lorenz n'avait pas beaucoup de vues sur ses vidéos. Et je tombe sur sa vidéo, et je commence à la visionner, et je me dis, c'est un fou, lui. Je me dis, qu'est-ce qu'il dit là? Mais après, je me suis dit, ah, peut-être. Bah, de toute façon, je ne perds rien à l'écouter. Fait que j'ai tout dévoré au complet, toutes ces prêches, toutes ces vieilles vidéos avec Cyril Bennett. Je suis reparti à note, j'ai remis mon Python sur reset et j'ai commencé à étudier la biologie. La biologie, pourquoi? Parce que c'est le meilleur domaine pour avoir des preuves contre l'évolution. On peut voir sous nos yeux ce qui se passe dans le monde biologique, tandis que les sciences, puis on va en parler un petit peu tout à l'heure. Euh, Alors, ça, c'est le tableau. Avant de commencer ma conférence officiellement, c'est sûr il va falloir que je parle un petit peu aussi de la science historique et de la science observable. C'est totalement différent. Puis ensuite, vous allez pouvoir comprendre ma conférence pour ceux qui connaissent un petit peu moins ça. Alors, on va parler de la sélection naturelle, les mutations génétiques. Le nouveau, parce que là, je vais traiter aussi d'arguments que vous connaissez probablement déjà, mais je vais les approfondir avec même des nouveaux mécanismes qui ont été proposés au niveau de l'évolution. Alors, moi, je traite de tous les arguments qui sont frais du jour, là. Alors, insertion, délétion du programme SVT terminal S aussi, la duplication de gènes, virus génétique et résistance au virus, et évolution en laboratoire. Alors, euh, les évolutionnistes disent que la théorie de l'évolution et la Bible ne sont pas incompatibles. Puis je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu ça. C'est pas incompatible, ça vient même compléter la Bible. Techniquement, en essayant d'intégrer ce monde, j'appelle ça le monde pré-adamique, eh bien, on soulève beaucoup plus de questions que ça répond à des réponses. En fait, moi, dans mon cas, quand j'ai essayé de mélanger les deux, je suis comme, OK, bon, c'est correct, je vais l'assimiler, mais après, je me suis dit, un peu, là, j'avais 10 000 questions. Là, ça ne marchait plus. Là, je ne savais plus si Genèse était symbolique, littéral, exode. Le poème historique, il s'arrête tout, là. Je me suis dit, si Genèse est un poème, ça veut dire que Exode est probablement aussi un poème. Là, ça s'arrête tout. Alors, premièrement, juste une petite parenthèse. La théorie de l'évolution implique la mort de milliards d'espèces avant l'événement du péché originel et de la chute décrite dans la Bible.
Alors, essayez d'imaginer Adam et Ève dans un jardin paradisiaque, avec sous leurs pieds des millions d'ossements d'animaux morts à travers les millions d'années. C'est spécial. Or, la Bible présente la mort comme la conséquence de la chute. C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas de millions d'années, il n'y a pas d'évolution. Techniquement, la seule forme d'évolution avant le péché d'Adam et Ève, c'était la recombinaison génétique. Mais ça, on va en parler plus tard. Alors, la Bible est claire. Je ne sais pas pourquoi on essaie de réinterpréter ça de d'autres manières différentes. Ça rend la Bible non claire et non limpide. Alors, une petite photo humoristique pour montrer un peu le jardin d'Éden avec les différentes strates euh, terrestres, avec tous les ossements. En tout cas, moi, c'est l'image, c'est parfaitement l'image que j'avais en tête lorsque je me suis posé ces questions-là. Je me suis dit non, ça ne fonctionne pas, là. Une petite photo humoristique. Parce que, veux pas, c'est ça. Imaginez que, imaginez qu'on essaye d'intégrer ça, d'accord? Puis je me suis cassé la tête de 10 000 façons différentes pour essayer de comprendre un peu la logique. Ça voudrait dire qu'à un moment donné, Adam et Ève, ils auraient désobéi au Créateur, puis que leur conscience aurait été transmise dans un homme mi-singe. Ça voudrait dire que les parents d'Adam étaient des singes. Mais, ah, c'est... Ah non, j'ai eu des migraines théologiques pendant des mois. Alors, c'est parce que j'ai 1 heure, fait que je vais accélérer un peu la phase d'introduction. Alors, il y a 2 formes de science. La deuxième, c'est pas vraiment une science, c'est plus une question d'interprétation philosophique sur des éléments du passé. Je vous explique. Alors, dans la science, c'est ce que tu peux reproduire en laboratoire. On peut faire des tests. On peut reproduire plusieurs fois la même chose. Et là, on fait une théorie, on crée une théorie, on la reproduit et on a les résultats. Or, avec des éléments du passé comme l'archéologie, la géologie et la paléontologie, c'est beaucoup plus difficile, voire quasiment impossible. Il y a quelques exemples de preuves, comme M. Lorenz qui avait apporté l'empreinte de Halvin Deck. On voit l'empreinte on voit l'empreinte de pied et on voit l'empreinte de dinosaure par-dessus l'un des orteils. Fait que là, on a comme une preuve indirecte que les hommes et les dinosaures ont vécu ensemble. Mais même encore là, il faut faire des hypothèses. Non, j'avais peur qu'on attende le micro. Alors, sciences historiques, puis en théologie, géologie et archéologie. En ce qui concerne la science observable, comme les ordinateurs, vos cellulaires, vos lunettes, votre linge, on peut toutes les reproduire. Ça, les créationnistes et les évolutionnistes, ils sont unanimes. Ça, c'est la science, on est d'accord sur ça. Ce qu'on n'est pas d'accord, par contre, c'est sur le point de départ, sur le paradigme d'idée préconçue que peut avoir une personne. Ah, OK, c'est bon. Fait qu'on a la physique, la chimie, la biologie et la médecine. Alors, la science historique est avant tout une question d'interprétation philosophique basée sur des hypothèses et sur des éléments du passé. Je vais vous donner quelques exemples parce que il y a beaucoup de scientifiques et évolutionnistes, puis j'en connais un qui s'appelle Julien Benoît, il anime la chaîne Entracte Science, et il sort des vidéos à toutes les semaines marquées preuve de l'évolution par là, preuve de l'évolution par-ci, par là, par-ci. Toutes ces pas, c'est que preuve de l'évolution. Et il a publié une publication Facebook. Certains êtres humains naissent avec une sorte de trou ici, là. Je ne sais pas si dans la salle, il y a quelqu'un qui a un petit trou ici. Peut-être, hein? Alors, ça s'appelle le sinus préoculaire. Ce serait, selon les évolutions, selon M. Julien Benoît, qui est un paléontologue en passant, il dit c'est une preuve de l'évolution, c'est une preuve de branchies de poissons de nos ancêtres. Alors, qu'est-ce qu'on observe réellement? Y a-t-il des preuves pour ça? Puis moi, ben, je veux tout le temps voir au fond des choses. Et tout ce qu'on observe, c'est une mutation, une altération de l'information génétique. Il n'y a pas de preuve de ce qui avance. Et à la fin, il marque enfin une preuve de l'évolution. Non, encore une preuve de l'évolution.
Puis ce monsieur-là, là, je pense que sa dernière vidéo, c'était écrit le caca, une nouvelle preuve de l'évolution. En tout cas, le monsieur, là. Combien de fois on vous a dit que le coccyx était un organe vestigiaux? Hein? C'était une queue, c'est ici, là, c'est un os qui est ici. Là. Ce serait le vestige d'une queue primitive. Là, je ne suis même pas encore dans la conférence, je suis encore à l'introduction. Là. Et ça, c'est juste pour vous montrer les différentes interprétations. Et les gens, il disait que parce qu'on ne sait pas à quoi ça sert, ça veut dire que c'est probablement un vestige d'une queue. Or, on se rend compte que j'ai fait hop, excuse-moi. Ah, t'as peu, je crois que je me suis. Ah, excusez, c'est parce que j'avais l'image, mais j'avais pas. C'est bon. Alors, les recherches montrent que le coccyx a une utilité. Il agit comme un stabilisateur de tendons. Puis j'ai fait une publication sur Cora pour parler justement de ça. Puis il y a plein de monde qui ont ajouté ah, moi aussi, écoute, j'ai reçu une opération, ils m'ont enlevé le coccyx. Puis depuis ma vie, elle n'est pas facile. J'ai de la misère à masser, j'ai des douleurs partout, je suis moins stable. C'est pas parce qu'on ne sait pas à quoi sert quelque chose que ça veut dire qu'il est plus utile. Les chromosomes Y des humains et des chimpanzés sont similaires à seulement 70%, ce qui remet en question la théorie de l'ascendance commune basée sur une estimation des similarités de 99%. Ah, d'ailleurs, il faut que vous sachiez qu'on a 50% de similarité avec des bananes. Je vais juste vous le dire, petite parenthèse. Alors, je crois que je me suis mélangé un peu dans mes. Mais c'est pas grave. Bon, OK. Bon, fait que similarité ne veut pas dire ancêtre en commun, ça veut dire concepteur aussi en commun. On vient tous de la même personne et c'est comme la roue. La roue est une formule gagnante. On la réutilise dans plein de concepts différents. Alors, pourquoi changer une formule gagnante? Alors, l'ADN poubelle. Là, je suis encore dans l'interprétation. Les biologistes qui ont vu qu'on avait de la junk DNA, de l'ADN poubelle, soi-disant. Et ça serait accumulé pendant des millions d'années, voire des milliards, millions, je ne sais plus. Et il y a eu le projet HANCODE, à peine 12 ans après la publication initiale de l'ADN poubelle. On a fait de la recherche et les scientifiques ont découvert que le génome est rendu à 80% d'utilité. Fait que là, on a une augmentation de l'utilité du génome. Alors qu'avant, on ne connaissait pas réellement chaque gène, c'était quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on se rend compte que le génome est fonctionnel à quasiment 100%. Après, pour les 20% restants, c'est probablement, c'est probablement des gènes encore méconnus sur le fonctionnement. On n'a pas, c'est ça. Alors, pourquoi tous ces exemples? Pourquoi je vous parle de mutations dans les oreilles, de bronchies, de coccyx? C'est un peu découvert tout ça, là. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer que le paradigme établi de l'évolution pousse les individus à penser en termes de milliards d'années. Toute preuve contraire est souvent rejetée. Puis on dit souvent, ouais, mais pourquoi est-ce que les créationnistes ne sont pas reconnus comme étant une science? Pourquoi est-ce que toutes nos revues, nos comités sont toutes rejetées? Pourquoi toutes les recherches scientifiques créationnistes depuis ces 50 dernières années ont été rejetées? C'est pas à cause de leur pertinence. Pas parce que les travaux étaient mauvais, c'est parce qu'ils vont à l'encontre du paradigme milliard d'années. Milliards, millions, voilà. Puis j'ai un très bon exemple. Vous irez voir son témoignage sur création.com, c'est super intéressant. Alors voici ce que le docteur Van der Ver... Pas la misère à le dire, pas une gorge d'eau. Un micro dans la bouche, ça va bien? Ah, excusez-moi. Alors, ce monsieur-là, il est spécialiste en... Alors, ce monsieur-là, il est spécialiste en physique nucléaire. Et il dit, les travaux des scientifiques créationnistes sont rejetés et ignorés non pas parce qu'ils sont défectueux, mais parce qu'ils rejettent le paradigme milliard d'années. C'est pourquoi les créationnistes ont leur propre revue et comité de lecture. Être créationniste en 2024, là, c'est faut faire beaucoup de sacrifices. J'en connais ici, justement, qui ont eu des carrières, ils ont étudié les mêmes choses hein, que les évolutionnistes, les mêmes choses. Mais juste parce qu'ils étaient créationnistes, non. C'est pas parce, c'est pas parce-
C'est même pas parce que leur recherche, leur doctorat était mauvais, c'est que c'était, non, tout est créationniste, fait que non. Alors, on a le controversé monsieur Carl Sagan. Combien de fois on vous a dit l'évolution, c'est pas une théorie, c'est un fait. C'est un fait avéré. Puis moi aussi, je le croyais. J'étais comme ça avant. Je dis, voyons donc, c'est pas une théorie, c'est un fait. Mais pourtant, quand on s'intéresse à l'évolution, j'ai vraiment été honnête dans mes recherches. Parce qu'avant, j'étais pas chrétien, là. J'ai fait mes recherches comme tout le monde. Je suis parti de zéro. Alors bon, fait que là, j'ai étudié Darwin. Darwin, il dit que c'est la sélection. OK. Là, je tombe sur Richard Dawkins. Ah, Richard Dawkins parle de l'équilibre ponctué, mutation, sélection, puis plus recombinaison. OK. Là, il y a Jay Gould, lui, qui critique le darwinisme traditionnel d'une évolution graduelle, et il dit que on ne voit rien dans le registre fossile qui prouve l'évolution parce que ça s'est produit trop rapidement. Ça voudrait dire qu'il y a un moment donné où est-ce qu'il y aurait eu un boom de mutation bénéfique et on n'aurait pas de preuve de ça. Là, je comprends plus rien, il faut m'expliquer, là, je veux dire. Bon, je me suis dit, bon, ben écoutez, s'il l'enseigne, si c'est enseigne dans les écoles, c'est parce que ça doit être vrai, ça a été vérifié par le ministère de l'Éducation, il doit avoir des preuves à quelque part. Alors, oh, Seigneur, les mots en allemand aujourd'hui, là, Altenberg, les 16, 16 Altenberg, ah. Bon, vous avez compris. En fait, c'est un groupe de scientifiques qui se sont, à travers le monde, là, évolutionnistes, qui se sont regroupés, se sont assis à une table, puis ils ont dit, bon, c'est bien beau ce qu'on enseigne dans les écoles, la sélection, mais ça fonctionne comment? C'est quoi? Comment ça fonctionne l'évolution? Alors, ils en ont discuté, puis voilà la conclusion qui a été. Ils savent pas comment ça fonctionne. Ils savent pas comment ça fonctionne. Jerry, Jerry Fodor, page 34, fondamentalement, je ne pense pas que quiconque sache comment fonctionne l'évolution. OK. Mais peut-être que c'est juste un cas isolé. Doit y avoir des preuves. C'est sûr qu'il doit y avoir des preuves à quelque part, là. Bon, on va aller voir qu'est-ce que les autres disent. Les 16 Altenberg reconnaissent que la théorie de l'évolution que la plupart des biologistes praticiens acceptent et qui est enseignée dans les salles de classe aujourd'hui est inadéquate pour expliquer notre existence. Oh, je dis n'importe quoi, il doit y avoir des preuves à quelque part. Une vague de scientifiques remet désormais en question le rôle de la sélection naturelle, même si peu d'entre eux l'admettront publiquement. Bon, techniquement, on sait qu'aujourd'hui, la théorie classique de Darwin est démodée. Mais il y a encore des gens qui croient que c'est seulement la sélection. Alors, j'avais oublié une autre citation. Alors, les scientifiques s'accordent à dire que la sélection naturelle peut se produire. Oui, il y a de la sélection naturelle. Les créationnistes n'ont jamais dit le contraire. Alors, la sélection naturelle peut se produire, mais la communauté scientifique sait aussi que la sélection naturelle n'a que peu à voir avec les changements à long terme des populations. Fait que là, ma conférence, ça commence. Ça fait beaucoup de blabla, mais je veux dire, c'était vraiment pour vous expliquer la- 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 à quel point le paradigme de pensée d'une personne, les idées préconçues qu'elle peut avoir, peut influencer toute la façon qu'elle interprète les données scientifiques. Si je montre une pierre à M. Lorenz, il va dire cette pierre-là a le 6000 ans environ. Je la montre à un évolutionniste, il va dire elle a des centaines de millions d'années, voire des milliards. Alors ici, on a l'exemple classique. Ok, je vais y aller avec un exemple classique pour que tout le monde puisse me suivre. Alors, on a l'exemple classique de l'évolution, les pinsons de Darwin aux îles Galapagos. Alors, les évolutionnistes disent il y a de l'évolution, la taille des becs change. Et les créationnistes, ils disent que c'est de l'adaptation. Alors, qui a raison? C'est facile de dire oui, mais ils se sont adaptés. Oui, mais c'est quoi? Comment? C'est quoi le processus? Alors, il faut savoir que le phénotype, le phénotype, les becs de Darwin, ok, moi je les appelle les becs de Darwin. Alors, les becs des pinsons de Darwin peuvent se moduler comme la pâte à modeler, d'accord? Dans ce que l'élastique génétique permet. Alors, il y a des limites à l'adaptation. Mais c'est quoi? Ça se passe comment? Alors, c'est simple. Non, c'est pas simple, mais je l'expliquerai après. Alors, l'environnement et l'alimentation vont jouer un rôle clé. L'information va être perçue par des récepteurs cellulaires
qui vont transférer l'information à un système de signalisation intracellulaire qui va soit envoyer l'information directement à de l'ADN non codante ou au système épigénétique directement afin de réguler l'expression des gènes. D'accord? Alors, ça fonctionne comment tout ça, là? Ah, oui, je vais un peu trop vite. Les switches. Alors, dans votre corps, vous avez des switches. Ben, pas des vrais interrupteurs, mais des switches biologiques qui peuvent se fermer ou changer d'intensité. Ils peuvent se fermer, se taire complètement ou soit s'activer pleinement. Alors, votre système épigénétique est comme un centre de contrôle qui va réguler l'expression des gènes. D'accord? Alors, comment ça fonctionne? C'est que j'ai pas de baguette, mais c'est pas grave. Fait que même si je mets mon doigt, vous voyez. Bon, OK. Souris, ouais, c'est vrai. Merci de ton. Euh, ah non, ça, c'est la manette. Attends. Merci. Ah. Non, 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 non. OK, c'est bon. Alors, lorsqu'il y a une acétylisation des histones, il y a une libération de la chromatine et l'absence de compaction sur le gène. Ça veut dire que, j'essaie de parler tranquillement pour que le monde puisse comprendre, c'est que ça veut dire que le gène va être libéré et la transcription va pouvoir se faire. Quand je parle de transcription, ça veut dire que l'ADN va pouvoir s'exprimer. Alors, si par exemple, les graines sur les îles Galapagos deviennent plus épaisses, plus difficiles à pousser, ben, comme je vous ai dit, l'information va se rendre au système épigénétique et il va y avoir soit une acétylisation des histones ou soit une méthylisation de l'ADN ou des histones. Ça veut dire que s'il y a une méthylisation, euh, juste ici, là, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites cordes. Ouais, excusez-moi, mais je n'ai pas trouvé de l'image en meilleure qualité, en français surtout. Alors, ici, il y a des petites cordes. Là. OK? Ça, c'est la chromatine qui enroule l'ADN et qui. Ah, mon Dieu! Et qui, et qui empêche son expression. Vous voyez, elle est compactée. Tandis qu'ici, lorsque l'histone elle est acétylisée, alors il y a une libération de la chromatine et la transcription peut se faire. Alors, voilà. Alors, c'est comme stop, puis les switches, là, que je vous ai parlé tout à l'heure. Là, je vous ai vraiment parlé de la mécanique de ce qui se passe dans le génome. Alors, qui a raison? Ben, c'est les créationnistes. C'est l'adaptation, c'est de l'information qui peut. C'est pas de l'information qui est créée, il n'y a pas de nouvelle information. Alors là, il y a l'exemple aussi un peu plus facile, peut-être des histones. Ici, on a la ligne de transcription. Ici, on a les switches qui sont fermés. Alors, juste leur lire une dernière fois. Acétylisation des histones, ça veut dire ouverture de la chromatine, l'absence de compaction sur l'ADN, qui permet la libre transcription du gène. Et qui permet en même temps à Darwin de modeler, aux pinsons de modeler leur bec. D'accord? Un peu comme la pâte à modeler. Ah, excusez-moi. C'est bon. Mon costard, il est hyper serré. Je pense j'ai pris une taille petite. J'aurais peut-être pas dû. Alors, ça, c'est une analogie pour que vous puissiez tous comprendre. Là, parce que s'il y a peut-être des gens qui n'ont pas compris, qui sont comme en mode, ce qu'il dit là, lui. Bon, alors, c'est comme si on aurait un livre. Quand il est fermé, le gène ne s'exprime plus. Il est à off. OK? Off, off. Tandis qu'il peut être semi-ouvert, fait que ça va être lisible, mais le gène va moins s'exprimer. OK? Ou complètement ouvert, fait qu'il va y avoir une libre transcription qui va se faire. Alors, mais la sélection naturelle fait plusieurs choses. Okay? Tu as la sélection avec adaptation. Tu as la sélection naturelle aussi que plus la pression est hostile, d'accord? Par exemple, le tropical ou un désert, plus le taux d'accumulation de mutations va être élevé dans les populations. Dans les environnements difficiles, la sélection naturelle favorise la perte de gènes et non essentiels pour la survie. Avec un gène qui est peu activé, peu sollicité, on finit par subir des mutations beaucoup plus facilement qu'à temps normal. Alors, un exemple de sélection naturelle, OK, sans filtre, c'est quoi la sélection naturelle? Écoutez bien. Henry Matthews, un biologiste, il écrivait que des exemples du papillon du bouleau montraient la sélection naturelle, mais pas l'évolution en action. En fait, il y a eu une époque dans l'histoire où est-ce que il y a eu l'ère pré-industrielle et les bouleaux étaient blancs. Ben, ça ne prend rien, les bouleaux, c'est blanc. Et il y avait beaucoup de pollution. Il y avait beaucoup de pollution et les bouleaux devenaient noirs, de plus en plus noirs, et les phalènes
Les phalènes noires devenaient de moins en moins visibles et au contraire, il y a une inversion. C'est toutes les phalènes blancs qui se faisaient dévorer par. Donc là, on a eu une population de phalènes noires plus importante que les phalènes blancs. Mais est-ce qu'il y a la nouvelle information? Non. Comme il dit, l'évolution, il n'y a pas d'évolution à l'action. On voit la sélection. Il y a une sélection qui se fait. Bon, les mutations génétiques à la rescousse. Bon, est-ce que les mutations peuvent rattraper le jeu? Non, je vous dis tout de suite. Excusez-moi, j'ai vendu la sauce, mais bon. Euh, alors, pour qu'on parle la même langue, là, peut-être juste vous rappeler un petit peu vos cours au secondaire de la biologie, là. Vos chromosomes sont des chapitres, vos gènes sont des paragraphes, fait que vos codons sont des mots, et les nucléotides sont des lettres. D'accord? Gardez ça à l'esprit. Qu'on puisse parler la même langue, puis je ne vous dis pas n'importe quoi non plus. Alors, John Sanford, j'ai lu son livre super intéressant, qui s'appelle L'entreprise génétique et le mystère du génome. Alors, c'est un biologiste américain qui était autrefois athée. OK? C'est un monsieur qui a toujours eu une recherche honnête de la vérité. C'est même lui justement, qui a inventé le canon à gènes, un outil pour introduire des gènes dans les cellules. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi, mais ce monsieur-là, il a révolutionné le monde scientifique. C'est grâce à lui qu'on a des plantes beaucoup plus riches en. En tout cas, il y a eu je me suis pas vraiment intéressé au canon à gènes, mais je sais qu'il a révolutionné un peu le monde agroalimentaire, là. Parce qu'on peut vraiment faire lorsqu'on introduit des gènes dans une cellule. Les possibilités sont presque illimitées. Alors, ce monsieur-là, justement, il a découvert l'entropie génétique. Avant, il était dans une université évolutionniste. Fait que lui, il étudiait les mutations. Puis il s'est rendu compte que les mutations sont tous, étrangement, tous nocives et majoritairement délétères, ce qui veut dire destructives. Fait que là, il en a pas à ses collègues. Ses collègues, ce qu'ils avaient l'air à dire, c'est que oui, mais il peut y avoir des mutations bénéfiques à m'amener. Fait que M. Sanford nous parle de l'action primaire. L'action primaire, plus vous allez voir, c'est plus de la science, ce n'est plus de la science. On est dans du métaphysique. Il dit que, il dit que les mécanismes de l'évolution, parce que là, ce qu'on voit, c'est que vous allez voir dans les autres mécanismes, tout est mauvais, tout est vraiment hautement nocif au niveau des mutations. Mais ce monsieur-là dit que les évolutionnistes scientifiques, parce qu'il y a juste une petite partie qui sont généticiens au sein des scientifiques évolutionnistes. C'est un peu comme des chefs d'orchestre. Alors, lorsqu'ils découvrent quelque chose, mais c'est toute la communauté évolutionniste qui suit. D'accord? La plupart des scientifiques n'ont rien découvert du tout. Ils font juste étudier les travaux de scientifiques évolutionnistes avant eux. C'est comme les paléontologues. Les paléontologues, se fiant au modèle évolutionniste, ils étudient les travaux d'évolutionnistes paléontologiques. Alors, il nous parle de l'action primaire. C'est avoir foi dans un système qui, peut-être, au fil du temps, peut donner des bonnes mutations ou de la sélection. Des bonnes mutations ou des avantages. Mais ce n'est pas ce qu'on voit là. Fait que ça, c'est, comme vous pouvez voir, un graphique qui montre on n'a aucune mutation bénéfique et il n'y a que des mutations délétères. Ça c'est ce qu'on a découvert avec ce qui vient contredire automatiquement la boîte de Kimura qui promue plus un taux de mutation. Parce que pour que l'évolution fonctionne, il faut un taux de mutation bénéfique et délétère plus ou moins égal avec des variations. Mais là, il n'y en a pas. Il n'y a aucune mutation bénéfique. Il n'y en a aucune. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on perd de l'information génétique avec les mutations. Alors, John Sanford révèle que la génétique se détériore plutôt qu'elle évolue. Fait qu'il y a une détérioration. Il a fait une recherche dans le Biological Abstract and Medicine Biological. Il a fait une étude. Il y a 453 732 mentions de mutations. Mais lui, ce qui l'intéressait, c'est les mutations bénéfiques. Il s'est dit, peut-être que c'est moi qui se trompe, peut-être qu'il me manque peut-être des outils ou du savoir. Fait que, il a étudié les mutations bénéfiques, environ 4 sur 10 000. Il en a découvert 186, ce qui est très, très, très peu. Et les mutations bénéfiques montrent une perte d'informations génétiques, pas de création de nouvelles informations.
les mutations sont majoritairement délétères et même les bénéfiques impliquent une érosion globale de l'information. Un exemple classique que probablement beaucoup de personnes connaissent, la libellule. Euh, excusez, on se sent plus serré là-dedans. Alors, je disais, OK, oui. Un exemple de mutation, je vais parler maintenant d'un exemple de mutation qui pourrait être bénéfique, mais que les évolutionnistes vont considérer comme étant bénéfique, mais qui ne le sont pas. Alors, imaginez une libellule. Une libellule qui est sur une île venteuse. Le vent ne cesse de les envoyer dans l'eau. Alors, ça va me dire que s'il n'y aurait pas d'aile, ça serait probablement une mutation bénéfique. Fait qu'imaginons qu'il y a une mutation qui fait en sorte qu'elle perde son information pour ses ailes. C'est un avantage parce que là, elle est à l'abri des prédateurs du vent. Elle se fait plus dévorer elle se fait plus mettre dans l'eau. Mais imaginez qu'il y a un changement climatique qui fait en sorte que sur l'île, le vent tombe et que, oh, OK. OK. Ben, que le vent tombe puis que cette libellule ne puisse pas récupérer le code génétique de ses ailes. Alors là, il y a une perte d'information parce que la libellule, elle a déjà subi une mutation qui lui a enlevé ses ailes. Alors techniquement, elle ne peut plus retrouver ses ailes. Alors, on parle, c'est ce que les évolutionnistes puis John Sanford veulent dire quand ils parlent de mutations bénéfiques. Alors, les mutations génétiques peuvent perturber la régulation épigénétique, endommager les commutateurs épigénétiques et influencer la structure de la chromatine, affectant ainsi l'expression des gènes. Effectivement, à force de mutation, le système d'adaptation puis de réparation de l'ADN il devient juste plus utilisable. C'est comme si, tout à l'heure, je vous ai parlé des switch on-off qui permet l'expression des gènes, mais à force de mutation, ben, ces ampoules-là qui permettent l'expression, ben, ils sont brisées. Alors là, c'est là que la sélection naturelle embarque et qui élimine les mutations. Alors, le biais de mutation CT augmente le contenu en adénine et thymine. La cellule réorganise l'ADN pour équilibrer le rapport guanine, cytosine et adénine thymide, ce qui entraîne une perte d'information. Ça, c'est les composants d'un nucléotide. En gros, c'est comme si, lors d'une mutation, ça, on appelle ça une mutation par substitution, c'est qu'on remplace, c'est qu'on remplace un ingrédient par un autre. Remplacer du sucre par de la farine, changement de goût d'une recette. Une mutation perturbe l'ADN, il y a une perturbation. Alors, c'est comme si, quand on dit qu'il y a une réorganisation de l'information, ben, on parle de ça. On parle de réorganisation. On essaie de remplacer avec les moyens du bord le gène qui a reçu une mutation. Alors, les conséquences des mutations, c'est le déséquilibre du contenu AT et GC, perte d'informations génétiques, altération de l'expression des gènes, augmentation du risque de maladies comme certains cancers. On a les mutations génétiques qui peuvent entraîner des malformations. Je suis probablement sûr que vous en connaissez. Des malformations physiques à la naissance. Ça peut être physique au niveau du phénotype. Ou ça peut être aussi biologique comme des nombreux cancers. Et ces mutations-là, si vous êtes une famille et qu'il y a des cancers dans la famille, ben, vous avez plus de chances d'avoir des cancers puisque vous transmettez aussi les mutations à vos enfants. Oui, on accumule environ 100 mutations par génération, ce qui est énorme. Et ce qui peut aussi augmenter le taux de mutation, c'est la sédentarisation qui n'est pas du tout, les pesticides, les agents chimiques et aussi peut-être aussi le manque de sport, puis une mauvaise alimentation. Toutes ces choses-là peuvent augmenter le taux de mutation génétique. Bon, le bac SVT de Terminal S, qui a été proposé par M. Julien Benoît, qui est un évolutionniste très critique envers le créationnisme. Fait qu'il m'avait laissé ça avant qu'on arrête de se parler. Il me dit, gars, je te laisse ça, tu iras étudier. Fait que j'ai étudié. Moi, je suis quelqu'un de très, très intéressé. Fait que c'est du niveau universitaire avancé. Mais je vous ai simplifié ça au maximum pour que vous puissiez comprendre. Ça s'appelle les mutations par cadre de changement de lecture. Fait que c'est des insertions, délétions. Dans votre génome, vous avez des nucléotides que je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord? Vous avez les lettres qui sont des nucléotides, vous avez des codons qui sont des mots. Alors, cette théorie-là,
lors de la recombinaison génétique, où ça peut se produire aussi à différents moments de votre vie, ben, il peut y avoir des ajouts de nucléotides dans votre codon qui peut, selon la théorie évolutionniste, créer des nouveaux mots. Ça veut dire que les codons deviennent, soit l'information du codon va être modifiée, ce qui peut apporter un bénéfice, ou soit totalement changer le sens et la phrase d'un codon, ce qui peut vraiment être mauvais. Alors, ce qu'on observe en général, c'est que le problème, c'est que dans tous les types d'organismes, ce qu'on voit dans la biologie, c'est que les insertions sont très, très rares. Les délétions sont très majoritaires. Il n'y a aucun exemple de mutation par insertion qui a été bénéfique. Puis, ça ne veut pas dire que s'il y a une insertion, que ça peut être bénéfique. Au contraire, ajouter par exemple la lettre S au mot chat en plein milieu, ça va totalement rendre le codon illisible, voire inutilisable. C'est comme essayer de c'est comme essayer de perfectionner un texte en français de 5000 mots en ajoutant des nucléotides au hasard, alors dont des lettres. La duplication de gènes, qui a été aussi proposée comme sauver le modèle évolutionniste, en fait, dans vos chromosomes, vous avez des segments d'ADN, d'accord? Et il y a des copies qui peuvent se faire de votre vivant ou lors de la recombinaison génétique. Et ce qu'on en remarque, c'est que les effets c'est très, très rare. On a l'exemple de la digestion du lait, donc du lactose. Mais même si, parce que, par exemple, lorsqu'il y a une copie du gène qui sert à digérer le lait, ben, si vous l'avez en double, vous allez pouvoir digérer le lait beaucoup plus longtemps, voire pas avoir de problème de santé du tout. Mais le problème, c'est que cette mutation-là, elle affecte les autres gènes. Les autres gènes qui disent de ne plus faire le gène pour la résistance au lactose. Alors, bon, c'est pas une mutation qui est très, très mauvaise, mais je dirais que c'est semi-neutre. Parce qu'il y a quand même une altération puis une perturbation de l'ADN dès le départ. Alors, les humains ont environ 25 000 gènes, tandis que le riz en a 50 000. Le plus grand génome se trouve chez la bactérie. L'Epulopiscium, c'est du latin, là, fichelni, bon, qui a 25 fois plus d'ADN qu'une cellule humaine et a été dupliqué 85 000 fois. Pourtant, c'est toujours une bactérie, c'est pas devenu quelque chose d'autre. Puis, je voudrais rajouter un truc, c'est que de toute façon, il y a pas eu assez de duplication dans le génome humain pour que ça donne quelque chose d'autre qu'un être humain. La duplication génétique peut également être considérée comme de l'information génétique déjà existante, qui est simplement reproduite. Fait qu'il n'y a pas de nouvelle information, ni dans les insertions, ni dans les délétions, ni dans la duplication de gènes. Ce sont tous des mécanismes qui travaillent avec de l'information qui existe déjà. Il n'y a pas de nouvelles informations qui sont de nulle part. Le monde du vivant travaille avec de l'information du monde du vivant déjà existante. Alors, il y a eu la dérive génétique qui a été aussi proposée, parce que, j'ouvre une parenthèse, je demande beaucoup souvent aux gens, OK, mais ça fonctionne comment l'évolution? Et mon ami à qui j'ai parlé avant-hier, il me disait, attends un peu, il dit, je vais aller demander à ma mère, elle est prof de sciences dans une polyvalente. Et elle dit, la dérive génétique, c'est ça le mécanisme, là, le seul mécanisme. D'autres personnes me disent que c'était seulement les mutations bénéfiques. D'autres vont me dire que c'est la sélection naturelle plus la dérive. Alors, la dérive génétique, c'est le changement d'allèle par hasard au sein des populations, surtout dans les petites populations. C'est là que la dérive génétique est le plus courant. Alors, la dérive génétique est le changement aléatoire des fréquences génétiques dans une population, souvent en raison du hasard. Alors, normalement, c'est sans impact. C'est pas un mécanisme, ça, c'est pas une mutation, là. C'est un mécanisme naturel au sein des petites populations. Et c'est pas nécessairement neutre, mais ça peut fixer des mauvaises mutations et réduire la diversité génétique. La recombinaison génétique, justement, que je parlais,
C'est le seul mécanisme qui était présent avant la chute. Mais en fait, c'est juste l'échange de bagages génétiques lors de la reproduction sexuée, lors de la méiose plus précisément. Alors, ce n'est pas un mécanisme qui est mauvais, je veux dire, c'est un mécanisme qui est naturel. Il y a pas... Puis une chance qu'on l'a parce qu'avec toutes les mutations qu'on a, on ne t'offrait pas longtemps. Alors, c'est seulement des segments chromosomiques qui sont enjambés par leur chromosome homologue. Alors, ça c'est. Pourquoi j'ai mis ça là? Ok, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est bon. Excusez-moi. C'est pour la recombinaison. Ouais. Alors, non, en neutre, réarrange l'information génétique existante sans créer de nouvelles informations. Fait que non, il n'y a pas de nouvelles informations. C'est seulement de l'échange de bagages génétiques. C'est bénéfique. Globalement, c'est bénéfique. Mais comme je vous ai dit, il n'y a pas d'évolution, là. Peut produire de la variabilité génétique. Vous, hein, c'est tous uniques. Fait que oui, il y a de la variation. Mais il n'y a pas de nouvelles innovations. C'est toujours quatre bras, deux yeux, un nez, une bouche, à moins que je manque quelque chose, là. Elle peut entraîner des combinaisons génétiques non optimales, mais n'ajoute pas de nouvelles informations. Fait que là, ils ont fait une expérience, puis je salue vraiment la patience de M. Richard Lansky, qui a élevé 25 000 générations de bactéries, ok, pendant, je crois, 15, peut-être 20 ans environ. Ouais. Et il dit, hey, regardez, ils disent, il y a de l'évolution. Les bactéries sont capables de mieux digérer le citrate en milieu aéronobique, non sans oxygène. Et pourtant, quand on regarde tout ça, on parle d'adaptation. Puis qui dit adaptation, on dit quoi? Perte d'information. Alors, E. coli a perdu 1,6% de son ADN au fil du temps. Pour s'adapter, il y a un coût. Les virus qui deviennent plus résistants. Les mutations, comme je disais tout à l'heure, réorganisent l'information déjà existante, sans en ajouter. Elles, elles peuvent rendre les virus plus résistants temporairement. OK? C'est juste temporairement. Mais vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça. Mais à long terme, ils s'affaiblissent. Mais pourquoi ils s'affaiblissent? Pourquoi j'ai. OK, un peu. Je suis trompé dans mes bons. C'est pas grave. Alors, pourquoi est-ce qu'ils s'affaiblissent? Ben, imaginez un château, OK? Vous êtes un défenseur, vous voulez empêcher que vos ennemis rentrent dans le château. Vous allez faire quoi? Si vous n'êtes pas nombreux, ben, vous allez détruire le château. Ben, pas le château, mais le pont. Et vous allez dire, ah, ben, c'est bénéfique. Les ennemis pourront plus, ils pourront pas nous attaquer. Mais là, pour ça, le château a dû se priver d'une route cruciale pour l'alimentation, et pour l'approvisionnement du château. Alors, il a dû un peu comme se couper une main, on va dire, pour pouvoir survivre. Alors, faites attention, sauver du virus sans création de l'information. Ok, c'est bon. Alors, les effets potentiels avantageux à court terme permet la survie des virus sans création de nouvelles informations, souvent au détriment d'autres fonctions délétères souvent, mutation entraînant une perte d'informations génétiques. En fait, je vous ai mis vraiment les neutres, avantageux, délétères. Fait que ça vous permet de savoir à quelle fréquence ça peut être bon, mauvais ou neutre. Alors, cela intègre l'idée que ces mutations ne créent pas de nouvelles informations, mais modifient ou brisent simplement l'information déjà existante. Fait que là, je fais un résumé de tout ce qu'on a vu. Très simplement, ça va aller vite. Bon, alors là, on va parler des fréquences. OK? De tout ce qu'on a vu. Bon, alors, qu'est-ce qu'on voit dans la recombinaison génétique? On voit que c'est souvent, ben, c'est pas mauvais, je veux dire, délétère faible, fait que le taux est faible. On a souvent, ben, je veux dire, lorsqu'il y a une reproduction sexuée, je veux dire, ça crée de la variabilité, on échange les chromosomes, c'est quelque chose de bon qui permet une stabilité parmi les populations. Ou au contraire, euh, les mutations génétiques sont très, très majoritaires, bénéfiques presque jamais. Et tous les exemples de mutations bénéfiques que les évolutionnistes peuvent vous dire sont en fait des exemples de perte d'information. Alors, délétion, insertion, délétères très souvent, fait que sont hautement nocives, bénéfiques
très, très rare. En fait, moi, j'ai jamais vu d'exemple de bonne mutation par insertion ou par délétion. La duplication de gènes, délétère souvent, bénéfique faible. Puis vous avez aussi toutes les sources ici en bas. Là. Fait que c'est pas juste des articles créatifs, il y a aussi beaucoup d'articles qui sont, qui sont quand même qui sont quand même bien documentés. Et la dérive génétique, qui est, bah, c'est pas nécessaire, c'est pas nécessairement un mauvais, c'est pas un mauvais mécanisme, c'est juste qu'il y a un changement d'allèle parmi les populations et voilà. Alors, tantôt, c'est parce que je me suis trompé de diapositive, je l'ai mis à la fin, je ne sais pas pourquoi. Alors, tout à l'heure, avec les virus, là, alors, tout comme le défenseur brisant un pont pour stopper l'ennemi peut aussi affaiblir sa propre position en limitant ses ressources. Les mutations perturbent l'expression des gènes et peuvent réduire la fonction globale du génome. En fait, c'est ce que la COVID, c'est pareil. On pensait qu'en 1900, la grippe espagnole allait se renforcer et puis tuer tout le monde. Au contraire, ce qu'on a vu, c'est qu'à force c'est à force de rencontrer toujours des barrières immunitaires, ben, les virus ont fini par s'affaiblir et par totalement disparaître. Alors, je voudrais remercier M. Lorenz de m'avoir invité. Je ne suis pas nécessairement un spécialiste des conférences, comme vous pouvez le voir. Moi, j'ai l'habitude de toujours préparer mes réponses, puis mes affaires, puis d'être dans mon bain, puis tiens, envoyer ça. Puis, alors, c'est la première fois que ça arrive de faire une conférence. Alors, merci pour la session création et sciences. J'ai vraiment beaucoup aimé mon voyage, puis la chance aussi que je sois ici. Je voulais aussi vous parler de Anthony Etive. Tout à l'heure, M. Lorenz vous a mentionné. J'avais fait 300 articles. En fait, c'est lui qui les a fait. C'est lui qui a fait 300 articles. Alors, moi, je suis juste l'administrateur de ces pages, puis on travaille des fois en collaboration pour créer des articles. Ou parfois pour s'ostiner avec des évolutionnistes. Ça dépend de ses humeurs. Mm. Alors, je vous invite à aller sur qu'est-ce que la vérité.com. Il y a tous les sujets, les études bibliques, ou pour la biologie. Alors, tout ce que je vous ai dit est documenté, référencé. Vous allez sur. Puis, même pas obligé d'aller sur qu'est-ce que la vérité, allez juste faire des recherches sur les mécanismes de l'évolution. Puis, tout ce que je vous ai dit, c'est du copier-coller. Je veux dire, ce que je vous ai dit, c'est ce que la science dit. Là.